Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir depuis Paris Karel Verheyken, vice-président du parti politique Solidarité et Progrès et directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité. Avec lui, nous allons analyser la situation économique et financière aux États-Unis, le choix du Bitcoin comme nouvelle monnaie de réserve et sa conséquence sur le dollar et les réserves en dollars des pays des BRICS et du monde et du reste du monde, notamment l'Afrique. Karel Verheyken, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci à vous. La politique de Trump ne tombe pas par hasard, elle a été annoncée depuis très longtemps. Le président américain veut contrôler l'histoire longue du système financier basé sur le dollar, mais dans une durée aussi restreinte que celle de son mandat. Et en renouant avec, comme il le dit, le protectionnisme, il n'a qu'un seul objectif, c'est préserver l'hégémonie américaine. Il sait que celle-ci décline et que sa chute est proche si rien n'est fait pour l'arrêter. Néanmoins, ma question, la décision de la Fed et celle de Trump, la Fed de baisser les taux, et donc prendre le risque d'aggraver l'inflation, et celle de Trump de constituer une réserve de Bitcoin au lieu de réformer le système dans le fond, montre-t-elle que le grand cycle financier démarré aux États-Unis touche à sa fin, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce cas, pourquoi les États-Unis restent-ils encore la destination privilégiée de l'épargne mondiale? Oui, alors, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui avec la Réserve fédérale. Mhm. Elle va au mieux baisser d'un quart de point, ou non, de 25 points, donc un tout petit peu, mais en même temps, il faut bien voir que, par exemple, l'or, montrant la double réalité, c'est que l'or est en hausse absolue parce Absolument. que, parce que voilà, les gens voient les chiffres, mais ils ont certains doutes sur la substance derrière tout ça. Alors, ce qui fait gonfler néanmoins ce qu'il faut désormais appeler un véritable schéma de Ponzi. Vous savez, c'est un système où je Mhm. demande à tous mes voisins de me donner 100 euros et je leur donne en retour 10 euros par mois de retour. Alors, tant que je trouve des nouveaux donateurs, j'ai de l'argent pour payer les anciens. Et c'est Ouais. ce qu'on appelle un schéma de Ponzi. Donc évidemment, à un moment donné, j'ai plus que mes ennemis qui me donnent rien. Et à ce moment-là, j'ai plus d'argent pour rembourser. Donc à ce moment-là, la bulle éclate. Donc ça, c'est le petit apparenté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et là, c'est là où il faut faire un peu de pédagogie, parce que beaucoup de gens, en fait, on voit les crypto-monnaies, c'est un peu un monde nouveau. Ouais, ouais. Et donc, il faut distinguer deux types de crypto-actifs. Moi, je suis pas, j'en ai pas, donc je suis pas un spécialiste. Mhm. Et ce qui est clair, c'est que tout le monde se rappelle que le Bitcoin, bah, un jour, ça pouvait monter très haut. C'était monté à 100 000. Ça peut s'effondrer du jour au lendemain parce que Ouais, c'est une ouais. monnaie privée. Donc, c'est des chaînes, en fait, on dit que c'est totalement libre. Donc, c'est des blockchains, c'est des systèmes de technologie. Alors, il y en a que très peu, hein. Il y a que Mhm. quelques élites qui ont la technologie pour fabriquer ces fameux. Alors qu'il y a maintenant presque des milliers de bitcoins, il y a des entreprises, il y a. Et moi, je l'avais vu dans le programme même du Parti républicain avant l'élection de Trump, c'était marqué, je réclame le droit à chacun de pouvoir créer sa propre monnaie. C'était dans le Justement, programme. Karel Verheyken, Oui, euh, oui. le Bitcoin, il a une valeur en dollars, n'est-ce pas? Attention, attention. Non, je vais vous expliquer. Juste une seconde, parce que je Oui. voudrais que vous expliquiez Bon, à nos auditeurs. non, justement. Allez-y. Les gens étaient attirés par le Bitcoin parce que ça monte, ça rapporte beaucoup. En tout cas, c'est une loterie de ce point de vue-là. Mais le Bitcoin en tant que monnaie et comme d'autres, c'était basé sur rien. D'accord. Alors, Mais c'est ça ma question. alors on a trouvé donc une parade à ça, et c'est ça qui est nouveau et ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les stable coins. Et les stable coins, il y a le mot stable.
Mhm. Alors, pourquoi ils sont stables? C'est parce que justement, on a dit, on veut les mêmes avantages que le Bitcoin, c'est-à-dire l'anonymat et des hauts rendements de profit, mais en même temps, on veut un peu de stabilité. Donc tous ces braves gens-là qui se sont ultra-libéraux, qui ne veulent pas de l'État, ce qu'ils veulent finalement, c'est que l'État leur Mais garantisse justement, leur Karel circulation. Verheiken, quand l'État ne garantit pas une monnaie, peut-on vraiment parler d'une monnaie? Est-ce que c'est pas des jetons seulement, des jetons de casino? C'est comme quelqu'un qui va au casino, il dépense 100 000 $, on lui donne une dizaine de jetons, il joue, et puis quand il a gagné ou il a perdu, à la sortie, il transforme ces jetons en monnaie réelle qui est adossée à la souveraineté d'un État. Est-ce que c'est pas ça, ces crypto-monnaies? Non, ce qu'il faut voir, c'est que M. Poutine est un champion de l'échec. Mhm. Les Américains, qui malheureusement sont devenus un pays de mafia, ce sont les rois du poker menteur. C'est-à-dire, on cultive ce que dans la défense en France, on appelle l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, on émet de la monnaie, on les a aujourd'hui, on ne dit pas les bitcoins, c'est un mauvais mot, donc les cryptos, il y a une partie maintenant des cryptos, en particulier donc le stablecoin, qui est indexé sur les bons du trésor. Ah. Et, et dans la mesure que l'État américain lui-même achète une réserve stratégique, on fait supposer, on peut croire, puisque surtout donc BlackRock, qui au début était très hésitant à conseiller ses clients d'investir là-dedans, donc il y a eu un basculement. Trump lui-même, il y a 6 mois, disait que les crypto-monnaies, que c'est une escroquerie. Donc, il s'est fait convaincre par son entourage, qui a dit on va en fait dollariser la planète d'une façon indirecte, Hmm. non pas par le sommet, c'est pas les grands méchants américains qui vont venir avec leurs fusées, leurs chars. On va créer une monnaie douteuse qui rapporte beaucoup, hein, et on va faire croire qu'elle sera garantie par le trésor. Maintenant, vous savez, le jour où il y a un crack, le trésor peut très bien dire que tout cela ne vaut rien. D'accord? Absolument, Donc, absolument. ce ne sont que des déclarations verbales, comme on dit à Bruxelles. Hein? Ça ne vaut. Et les engagements, ça n'engage que ceux qui veulent bien y croire. Mhm. Donc on est dans un type d'escroquerie qui a permis, dans les années 30, l'Allemagne des Hjalmarschart de financer la mobilisation des guerres. Vous savez que l'Allemagne a connu l'hyperinflation, hein, Oui. au 27, au Weimar. Ensuite, il y a un banquier qui a été soutenu par la Banque d'Angleterre qui s'appelle le docteur Hjalmar Schacht et disait voilà, euh, le ministère de la Guerre, au lieu de payer ses fournisseurs en marque, bah, elle va émettre des bons mais faux. Mhm. Metallforschungs. Donc, c'était des bons qui étaient garantis par le ministère. Et les fournisseurs pouvaient, entre eux, commencer à se payer avec ça. Donc, on a créé un circuit parallèle de monnaie, de fausses monnaies, qui était soi-disant garanti par l'État allemand. Et à un moment donné, une fois que la guerre était très proche, bah, Hitler a obligé toutes les communes qui avaient plein de liquide, plein de cash, ils ont été obligés d'acheter ce papier. Donc on a renfloué en fait une économie de guerre qui était interdite même, qu'on a fait. Et donc, c'est de la, comment dire, c'est de la magie blanche qui devient de la magie noire. Dangereux, très D'accord, dangereux, très l'im- dangereux. l'image est très belle. Alors, 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 Donc, pour aller dans le fond, Karel Verheiken, euh, de par l'histoire, c'est bien la financiarisation du pays qui a créé sa désindustrialisation, car les capitaux se dirigent vers les valeurs les plus rentables à court terme, c'est la spéculation, plutôt que vers les secteurs liés à l'investissement productif. Alors, peu rentable
ou trop coûteux, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de s'enrichir dans les marchés financiers. Alors ensuite, non seulement la désindustrialisation du pays remonte à plusieurs décennies, mais les chaînes de valeur aussi se sont parallèlement déplacées de l'ouest vers l'est, notamment vers les nouveaux dragons asiatiques, la Chine et tous les autres pays, et où le coût de la main-d'œuvre demeure particulièrement faible. Alors la question, l'ambition américaine paraît-elle compromise avec la ruée vers le Bitcoin? Parce que cette ruée-là, elle ne garantit aucune réorientation de l'argent vers le secteur productif. C'est juste une continuation du même casino. Et étant donné que la transition d'une économie financiarisée à une économie industrialisée s'avère difficilement réalisable dans ces conditions. Qu'en pensez-vous? En fait, cette création donc, de monnaie douteuse, en fait, il faut remonter déjà donc, à l'administration Biden. C'est-à-dire que Biden, avant de partir, a fait adopter deux grandes lois. La première, c'est la Anti-Inflation Act, et la deuxième, c'est le Science and Chips Act. Ce sont deux lois qui donnent des énormes subventions pour toute personne qui viendrait s'installer aux États-Unis pour produire même des biens tangibles, des biens industriels. Donc, et c'est de l'ordre de, si vous faites la somme, je crois qu'il y en a une qui est de 400 et l'autre à 350 milliards. Donc, on est dans l'ordre de 800 milliards de subventions dans le pays qui se veut le modèle de l'ultralibéralisme. Oui, oui. C'est pas mal. Donc, on invite tous les industriels de la planète de venir s'installer aux États-Unis pour produire. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous donnez, c'est la carotte et le bâton, c'est-à-dire qu'on donne, on offre la carotte, et en même temps, ben, vous avez les droits de douane qui en réalité c'est une politique de sanction, parce qu'on confond protectionnisme disons, avec comment dire, rançonnage. On va rançonner la planète. On Mhm, dit aux Européens, vous devez maintenant dépenser 5% de votre PIB pour la défense, d'accord? mhm. Mais pour ça, vous devez acheter vos armes aux États-Unis. Ouais, Je vous envoie la facture, c'est 1900 milliards. ouais, D'accord? ouais. Donc aujourd'hui, les Européens doivent sortir 1500 milliards qu'ils doivent injecter dans l'économie américaine pour acheter, entre guillemets, des biens tangibles. donc, donc, si vous avez au même temps les subventions et au même temps la menace, euh, effectivement, vous pouvez créer, disons, moi je pense tout ça ne tiendra pas parce qu'il y a un emballement tel, disons, on est face à la, c'est le le everything bubble. C'est plus Voilà. c'est-à-dire que C'est la vous avez, transformation de toute l'économie en une myriade de bulles qui peuvent éclater les unes non mais avec les autres. prenez, d'abord il y a la bulle de l'intelligence artificielle, d'accord? Mhm, ouais. Ça maintenant tout le monde est d'accord que parce que dès que quelque chose marche, le système est tellement financiarisé que dès que quelqu'un fait des marges de plus de 8-10%, bah, tout le monde va mettre son argent là-dedans. Donc il y a une anticipation énorme. Euh, alors après, il faut voir les investissements. Dans le militaire, donc il y a cette bulle de l'Internet. Ensuite, maintenant, il y a la bulle du militaire Mhm. qui est réelle aussi. Rheinmetall, le grand producteur en Allemagne des armements, bah, ils ont fait 500% de bénéfices. Donc, si aujourd'hui vous voulez placer votre épargne, etc., investissez dans le militaire. Donc, ça crée. Alors, et c'est là où, et j'utilise, vous savez, un bon chauffeur de la route, un Mhm. chauffeur de camion, vous dites, vous devez descendre la pente de la colline à la même vitesse que vous montez. D'accord. Parce que si vous montez avec 40 tonnes sur une montagne et vous descendez à 150 à l'heure, il y a un moment donné, c'est plus le chauffeur qui décide où va la C'est le charge du camion. c'est C'est la la charge du gravité. camion. Absolument. Le chauffeur, il peut tourner la roue, le volant dans tous les sens. C'est la masse du poids du camion, l'énergie cinétique qui est lancée
et Trump, en fait, je le vois comme ça dans un gros camion avec les bulles financières. Il est en haut de la montagne et là, il va descendre à 150 à l'heure. Et même si le brave gars, il veut peut-être pas la guerre, mais il a créé, mais lui-même, il est entré dans le camion. Il a monté il a monté la montagne. Et là, il veut descendre à toute vitesse. En fait, il est lui-même embarqué dans une dynamique qui ne peut que l'amener vers la catastrophe et la guerre. D'accord. D'accord. Alors, alors Alors, l'autre chose, il y a juste un autre détail, c'est qu'il faut bien voir que cette loi, les stablecoins, ont été légalisés donc aux États-Unis le 18 juillet aux États-Unis par une loi que génialement ils ont appelée Genius. d'accord. Et la loi autorise les stablecoins, mais en plus, elle interdit aux États-Unis, à l'État américain, de faire une monnaie digitale d'État. Et alors, il y a la Russie, la Chine aujourd'hui ont des crypto-monnaies, mais qui sont des crypto-monnaies d'État. Ce D'État, sont ouais, des de banque instruments, centrale. c'est les banques centrales et c'est les États Mhm. qui contrôlent ces crypto-monnaies. Et d'ailleurs, le Bitcoin est interdit en Chine, hein, parce que la Chine a bien compris que ce n'est pas juste une nouvelle monnaie, c'est une forme de colonisation surnoise et c'est une tentative en fait de détruire toute la dynamique des BRICS, tout le basculement du monde vers un monde multilatéral et de partage, de responsabilités partagées, euh, d'une façon presque cachée et surnoise. Et D'accord. ça, il y a une prise de conscience, heureusement, de ce côté du monde sur le danger de la chose. D'accord. Alors, la politique de l'administration américaine actuellement pourrait toutefois euh, recevoir donc le soutien de la Fed. Vous le disiez d'ailleurs au début, peut-être pas beaucoup, hein, ils baisseront pas, ils feront pas des baisses spectaculaires, mais avec des financements donc ciblés et une réorientation des crédits vers l'industrie aussi, ce n'est pas très sûr, notamment à travers le développement des banques régionales. Et la Fed pourrait aider le protectionnisme selon Trump, hein, version Trump. Mais la Banque centrale US, contrainte donc par les limites de son mandat, subit cette politique plutôt que qu'autre chose, parce que c'est l'administration qui la lui impose. Alors, dans ce cas, alors que l'inflation ne descend plus en dessous de 2%, l'application des tarifs douaniers n'accentuera-t-elle pas la pression sur les prix, ce qui pourrait compliquer son objectif d'inflation et créer davantage d'incertitudes et de risques sur les marchés? Et alors que Trump donc presse la Fed de baisser davantage ses taux, au risque de relancer l'inflation vers une nouvelle spirale, les deux à trois baisses, soi-disant, de taux attendus dans les prochains mois, à mon avis, elles feront alimenter encore cette tendance. Oui, vous avez raison que, en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que toute cette question même des banques, quelque part, ce qu'il faut voir, c'est que le monde bancaire, même le monde des banques centrales, est aujourd'hui mis hors jeu. En fait, il faut se rappeler pour cela la réunion de Wyoming, de Jackson Hole en 2019. En 2019, il y avait deux propositions sur la table. Une, c'était que les banques centrales puissent avoir le droit de outrepasser les gouvernements et directement renflouer l'économie mondiale, d'accord, sans demander l'avis des gouvernements. Donc c'était un appel à une forme de dictature, hein, du monde bancaire. Et l'autre, c'était la création de McCartney, qui était à l'époque le chef de la Banque d'Angleterre, qui est entre-temps devenu le Premier ministre canadien, qui disait il faut créer une monnaie synthétique hégémonique mondiale. Ouais, Euh, donc, c'est que dire, ces gestionnaires du système savent très bien qu'aujourd'hui, les États seront dans le... D'abord, disons, on n'est pas en 2008. Les États ne peuvent plus renflouer les banques. Les États eux-mêmes sont en faillite ou sont dans des très graves difficultés. Les États-Unis eux-mêmes payent 1000 milliards d'intérêts chaque an sur la chaque dette. année, absolument. C'est absolument énorme. Hein, c'est presque plus que pour la défense aux États-Unis. Ouais. Euh, mais quelque part,
ce que fait la Réserve fédérale, ça devient presque un peu symbolique. Trump, il veut la baisse des taux parce qu'il veut montrer qu'il est en train de réussir au niveau. Et évidemment, une baisse des taux, ça sera surtout bénéfique, notamment à l'immobilier, qui est un peu en panne. Mhm. Euh, et bon, Trump et Witkoff, c'est quand même des gens qui ont fait leur fortune dans l'immobilier, donc ça compte. Mais vous avez raison dans le sens que cette politique de douane et des sanctions, si les États-Unis eux-mêmes doivent produire les choses, bah, qui va payer? Qui va payer finalement? Vous voyez, les Américains ne mangent pas la nourriture américaine, hein. Ils mangent les tomates mexicaines. Donc, Ouais. si eux-mêmes doivent aller récolter les tomates dans les champs, bah, sera un autre coût. Et donc, non seulement il faut qu'ils se retroussent les manches, qu'ils aillent dans le champ récolter les tomates, mais en plus qu'ils les payent beaucoup plus cher. Et Ouais. alors, l'autre aspect, c'est que normalement, vous le savez, ou peut-être pas, mais aujourd'hui, l'émission monétaire se fait en Europe et dans l'OCDE par l'émission de crédit. Quand une banque crée un crédit, en fait, c'est une création monétaire. Mhm. D'accord? Maintenant, les stablecoins, ça n'entre pas dans les statistiques. C'est pas considéré comme une création monétaire. Donc, ça n'entre pas dans les statistiques de l'inflation. Donc, vous vous rendez compte, on est en train de créer des milliers de milliards de dollars, en fait, Waouh. Et mais donc, c'est qui sont. complètement, Bah c'est un non, marché c'est pas. parallèle, parallèle, complètement déconnecté de. Bah oui, c'est pas une monnaie. Ouais. Donc, c'est pas de l'inflation. D'accord? Donc, donc là, c'était ça toute la magie. Il y a le Marchart. Vous savez, justement, en Allemagne, on ne voulait pas recommencer l'hyperinflation. Et quand même, Hitler voulait financer la guerre, mais à des milliers de milliards de marques. Comment est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont créé une monnaie, une fausse monnaie, mais on a convaincu tout le monde qu'elle était valable. Et elle était hors des statistiques officielles. Et moi, c'est là où il suffit, à un moment donné, la question c'est qu'à un moment donné, il y aura une panique. À un moment donné, il n'y aura pas ce qu'il faut là où il faut. Et à ce moment-là, les gens vont, si tout le monde, c'est comme si tout le monde du jour au lendemain veut retirer son argent d'une banque. C'est fini. Absolument, ouais. Donc, parce que la banque, bah, elle ne marche pas comme ça. Elle a pas dans le sous-sol l'équivalent de ce qu'elle doit aux gens. La confiance est la chose essentielle. Et c'est là où c'est la perversion du système. C'est-à-dire que la valeur du dollar, en fait, elle a été basée dans l'après-guerre sur ce qu'on appelle les accords de Quincy. C'est-à-dire, Roosevelt a rencontré le prince Saoud sur un navire et dit, voilà, nous, les Américains, pendant 50 ans, on va avoir la croissance, on aura besoin du pétrole. Vous nous vendez du pétrole pas cher à des contrats à très long terme. En échange, ben, on vous les paye, mais les dollars que vous avez, vous les investissez aux États-Unis. En échange, je vous donne une protection militaire absolue. Ouais. Ça, c'était la base. Et donc, la garantie du dollar, c'était quoi? C'était le pétrole et la puissance militaire américaine. Donc, donc, et tout cela, aujourd'hui, est en train de finir. Ouais. C'est-à-dire, l'Arabie saoudite, Mohamed bin Salman, pour des raisons justes, veut sortir de ce schéma, avoir un développement national, même faire de l'irrigation, faire du développement. Bon, on peut critiquer un NEOM, c'est pas ma tasse de thé. Il y a des projets un peu délirants au niveau, au niveau Ouais, ouais. aménagement, mais il ne veut pas seulement vivre du pétrole, il ne veut pas être juste une réserve de pétrole. Et à travers les accords avec la Chine, il s'est ouvert sur l'Iran, il commence à faire valoir un certain poids. Donc ça, c'est fini. Par ailleurs, mais sans, par ailleurs, le monde a changé, notamment avec l'arrivée des BRICS. D'accord. Alors, une dernière question, Karel Verheyken. Les effets pervers de ces mesures se manifestent déjà. Et donc, la politique des États-Unis apparaît à bien des égards contre-productive car le dollar ne cesse de se déprécier
Et la tentative de son remplacement par le Bitcoin ou le stablecoin ou toute autre crypto-monnaie ne fera, selon beaucoup d'économistes, notamment américains, qu'aggraver la situation. Alors, est-ce que c'est ça qui pousse les investisseurs étrangers à s'éloigner du dollar, dont donc les banques centrales de l'Est, hein, qui détiennent aujourd'hui plus d'or que de bons de trésor américains? Et si le dollar s'effondre, quelles seront les conséquences sur les pays des BRICS et l'Afrique aussi, qui nous concerne? Et comment analysez-vous les résultats donc, dans ce contexte du sommet de l'OCS en Chine? Est-ce une réponse anticipée à une telle situation? Là, il y a plusieurs questions. Mhm, D'abord, le problème, c'est que, comme je vous ai dit avant, la base de tout, c'est la confiance. mhm, Et donc, aujourd'hui, la confiance, elle est partie. Quand vous avez un pays qui fait des saisies des avoirs des banques centrales, d'accord? On a saisi l'argent de l'Afghanistan, de la banque centrale afghane. On a saisi les avoirs iraniens. Donc, si vous commercez avec un partenaire dans sa monnaie et que ce partenaire dit nous, on fait ce qu'on veut, vous voyez, ouais, on n'est plus dans l'ordre du droit international de l'après-guerre. On est dans un ordre le plus fort qui s'impose sur l'autre. C'est le plus fort a raison. Deuxièmement, il y a l'extraterritorialité. On a vu en France avec l'affaire BNP Paribas, vous aviez des gens à Genève qui faisaient des transactions avec l'Iran sur le pétrole. Bah, on s'est pris une amende de 5 milliards, d'accord? ouais. Parce qu'on dit que pour chaque dollar échangé, il y a la contrepartie aux États-Unis, donc on tombe sur la loi américaine. Donc le petit paysan au fin fond du Vietnam qui achète 1 kilo de thé en dollars, il est redevable devant les cours américaines. Ouais, ouais, ouais. Donc tout cela n'est pas de nature à créer le respect, la dignité et la confiance mutuelle. Mhm, Et évidemment, ça n'a fait que s'aggraver. En France, on a eu l'affaire Alstom avec Pierucci. mhm, On nous a, General Electric a décidé qu'elle allait prendre, entre guillemets, la branche énergie d'Alstom. mhm, D'accord? Et on a inventé, on a créé les. Donc c'est un monde, c'est devenu un monde de gangsters. Donc ça, les gens disent, on peut pas continuer là-dedans parce que ça ne crée pas la sécurité pour notre argent. Même purement du point de vue, sans moralité, je parle de sécurité, de la garantie, qui est quand même la base du capitalisme. Hein. mhm. C'est la garantie de la base du capitalisme, c'est que la propriété privée, on Ouais, peut pas, absolument, ouais. peut pas la saisir. Donc vous avez un ordre économique et financier qui agit contre ses propres valeurs, d'accord? Et c'est ça qui fait quitter les gens, le dollar. Parce que, euh, en plus, Trump, bah, un jour c'est ceci, le lendemain c'est le contraire. Donc c'est un ordre d'insécurité. Donc au moins Mhm, il faut diversifier et pas mettre tous ses œufs dans le même panier dollar. mhm, D'accord? Donc il y a déjà une diversification. Maintenant, effectivement, Tianjin, le sommet de l'OCDE, de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est un basculement du monde. D'accord? Et les gens en France, surtout, qui pensent que c'est les autocrates, les dictateurs qui se moquent de l'Occident et qui veulent nous faire la guerre et je ne sais pas quoi, vraiment, il faut qu'ils reviennent sur Terre. La réalité, c'est qu'effectivement, on a franchi un pas, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la Banque des BRICS, la nouvelle banque de développement des BRICS, mais aussi la Banque asiatique des infrastructures, d'investissement dans les infrastructures, ces deux banques faisaient leurs affaires en grande partie en dollars. D'accord? ouais. Aujourd'hui, donc, l'Organisation de coopération de Shanghai a annoncé une plateforme qui fera les transactions en devise nationale. Ça veut dire, par exemple, que la Russie, dans le temps à venir, va même pouvoir émettre des bons de trésor en renminbi, en monnaie chinoise. D'accord? Ouais, ouais. Donc, disons, c'est vraiment le basculement du monde de ce point de vue-là. Mhm, Euh, parce que, voilà,
Et ils ne sont pas en train de dire on veut quitter le dollar. Ils disent s'il vous plaît, messieurs les Américains, revenez à la raison, engagez-vous avec nous dans une coopération productive et respectueuse, et le dollar, il sera tout à fait bienvenu. Vous avez des grands pays, bien sûr, comme l'Inde et le Brésil, qui dépendent beaucoup du dollar, qui ne peuvent pas du jour au lendemain dire bye bye le dollar. Mhm. C'est pas, c'est Même la pas Chine, même la Chine. la La Chine. Chine, elle a Non, mais la énormément Chine, de réserves. elle en a beaucoup moins. Elle achète beaucoup d'or. Disons, c'est graduellement, on se désengage. On Mhm. voit. Bien sûr. Mais c'est pas, disons, ce sont des pays qui cherchent la stabilité. Ils cherchent pas ils cherchent pas l'affrontement et le choc et la D'accord, confrontation. d'accord, Parce que eux, ils pensent sur les 50 ans à venir. Donc, c'est pas une histoire de bras de fer, c'est une histoire de bâtir quelque chose de solide. Donc, d'accord, d'abord, ils vont favoriser, intensifier la coopération et les échanges, etc. Et ces échanges seront la base d'un ordre économique et financier de sécurité mutuelle d'accord, autre, différent et ouvert au monde. d'accord, Donc, à nous de choisir si on veut finir avec l'eau sale de la baignoire du dollar ou est-ce qu'on veut remonter et participer comme ce qui est très important, c'est le barrage en Éthiopie qui a été construit par l'Italie, par une société italienne, avec Alstom à l'époque qui faisait encore des turbines pour les barrages, en partie financé par la Chine. Donc il y a des modèles, on peut, au lieu de absolument. l'affrontement, on peut coopérer ensemble. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Hein, on n'a fait que 10% du potentiel hydroélectrique de l'Afrique. Donc il reste 90% à réaliser. La France, maintenant, a encore des capacités scientifiques. Avec les Italiens, les Chinois, les Africains, on peut faire des belles choses ensemble. D'accord, Faisons-le et sortons de ce monde de l'argent, de la fausse monnaie. d'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Karel Verheyken, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. À très bientôt dans un autre entretien. Merci beaucoup. Bon plaisir.